Je suis vraiment heureuse et honorée d'avoir été choisie pour l'animation de ce dernier panel, qui est le dernier de la dernière journée scientifique de l'ICM, telle que nous le connaissons aujourd'hui. Je voudrais remercier Élite et Marie-Lou pour leur impressionnant travail, ainsi que toute l'équipe d'organisation de la journée et l'ensemble des équipes de l'Institut. Oui. On ne soupçonne pas tout le travail que demande l'organisation d'un tel événement. Donc voilà, merci beaucoup à elle et à toutes les équipes, bien sûr. Donc, je suis Morgane, je suis doctorante en 5e et dernière, j'espère, année de thèse de sociologie. Je travaille sur le travail reproductif à partir d'une ethnographie du quotidien des femmes au foyer yéménites à Djibouti. C'est une thèse qui a été financée par l'ICM. Et donc, je remercie aussi l'Institut pour sa confiance et son accompagnement tout au long de ce travail. Dans mon travail, j'ai beaucoup mobilisé le concept de frontières dans sa plurivocité, donc les frontières physiques, bien sûr, hein, mais aussi sociales. Et telle est justement la thématique de ce panel intitulé « Penser les frontières sociales ». À l'aube du XXe siècle, Georg Simmel a fait figure de pionnier en s'intéressant à l'expérience de la migration en proposant une analogie entre l'étranger et le citadin. Il est également le premier à poser la question des frontières sociales, affirmant « La frontière n'est pas un fait spatial avec des conséquences sociologiques, mais un fait sociologique qui prend une forme spatiale ». Donc la frontière, qui est un concept initialement géographique, elle est mobilisée aujourd'hui massivement par les études migratoires, et pas seulement, en sciences sociales. Et ce concept de frontière sociale, il porte en lui une ambiguïté fondamentale. Est-ce que la frontière, c'est une construction sociale d'une réalité spatiale ou une construction spatiale d'une réalité sociale, ou est-ce que c'est le fruit d'un processus de co-construction? Quels sont les apports et les limites de ce concept de frontière sociale pour penser la production de rapports de domination, et notamment dans un contexte migratoire ou post-migratoire? Donc pour penser les frontières sociales, sans masturbation intellectuelle et à partir d'expériences de terrain, nous avons la chance d'avoir avec nous 3 formidables chercheuses, donc par ordre alphabétique, Solène Brun, Anne-Cécile Cazot et Amal Khalifa. Solène Brun, donc Yahya l'a rapidement dit, tu es sociologue, tu es chargée de recherche au CNRS, tu es affiliée à l'IRIS, et tu es l'autrice avec Claire Cosquet de Sociologie de la race et de la domination blanche, qui sont respectivement parus en 2022 et 2024, et de Derrière le mythe métis, qui a été publié en 2024. Je crois que nous avons une petite photo, voilà, de la couverture de tes ouvrages. Anne-Cécile Cazot, tu es docteure en sciences politiques et études de genre de l'Université Paris 8. Tu es chargée d'études et de recherche vulnérabilité et politique sociale de jeunesse à l'INJEP. Et tu es membre associé du LEX, donc le laboratoire d'études de genre et de sexualité. Et Amal Khalifa, tu es spécialiste en didactique des langues et des cultures. Tu es enseignante-chercheuse à l'Université de Jordanie et tu es l'autrice de Les langues au cœur de l'exil, les Syriens au camp de Zaatari, qui est paru début 2024. Et depuis 2022, tu t'intéresses à l'écriture alternative en sciences humaines et sociales en contexte migratoire. Et tu as ton premier récit en bande dessinée qui est en cours de publication. Donc la discussion va s'articuler autour de 3 questions avant de s'ouvrir aux questions du public. Tout d'abord, dans vos travaux respectifs, je voulais vous demander comment le concept de frontière est mobilisé. Est-ce que les enjeux spatiaux des migrations sont producteurs de processus de catégorisation sociale et comment les rapports de domination se matérialisent spatialement? Amal Khalifa et Anne-Cécile Cazot, toutes les deux, vous ne mobilisez pas directement le concept de frontière de manière centrale, mais vous enquêtez toutes les deux dans des camps, donc des bidonvilles roms en Île-de-France pour ta part, Anne-Cécile, et des camps de réfugiés syriens en Jordanie pour toi, Amal. Michel Agier, que nous aurons le plaisir d'entendre à l'issue de cette journée, écrit « Le camp est le lieu même de la frontière. Qu'est-ce que vous en pensez et comment s'y manifestent les frontières sociales, physiques ou hybrides ?» Qui veut commencer ? Merci beaucoup pour cette question et merci en effet aux organisateurs et organisatrices de cette journée passionnante pour l'instant. Et j'espère que le panel qui termine sera à la hauteur. Donc moi, en effet, j'ai fait une thèse sur la mobilité de Roms roumains
qui venaient en France pour s'installer. Et donc, en tant que citoyen d'un pays membre de l'Union européenne, j'imaginais plutôt ne pas beaucoup aborder les frontières. Et au final, comme le disait Elena ce matin dans le premier panel, il y a des corps qui, quand ils se mettent en mobilité, font réapparaître d'autres frontières, peut-être des frontières qui sont activées par des corps, notamment des corps racisés, qui veulent circuler dans l'espace public. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé dans mon enquête. Donc en effet, les personnes et les familles que j'ai rencontrées s'installent en Île-de-France et ont du mal à trouver des logements, donc construisent des baraques et la forme des bidonvilles. Et quelque part, du coup, la frontière spatiale, elle est très claire entre les personnes qui se retrouvent dans ces espaces fermés d'une marginalité urbaine et à qui on refuse en fait de reconnaître la propriété d'habitants du territoire. En fait, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en France, on dépend beaucoup de son adresse pour énormément de droits et de démarches. Et en fait, à partir du moment où les communes ou les départements refusent de considérer que le bidonville fait partie du territoire, on est tout le temps renvoyé au fait qu'on est étranger et on ne peut pas vraiment s'installer parce qu'on ne peut pas vraiment avoir certains droits. Et donc, dans l'accès aux services, à l'école, l'eau courante, énormément de choses, la frontière est très claire. Et enfin, la frontière, elle réapparaît de toute façon pour les personnes roms du fait de l'antiziganisme très prégnant en France, qui les renvoie toujours au fait qu'ils viennent d'en dehors, qu'ils viennent de loin, qu'ils ne sont pas vraiment ni autorisés à être en France, ni vraiment en Europe. Et les enquêtes sur ça sont très claires. La CNCDH fait tout le temps, enfin tous les ans, un peu un portrait du racisme en France. Et c'est 67% des personnes qui avaient répondu qui considéraient en 2022 que les Roms étaient un groupe à part, donc 2 fois plus que pour les réponses positives vis-à-vis des musulmans et 5 fois plus que pour les Noirs. Donc il y a vraiment une frontière qui se construit vis-à-vis des Roms en France qui est en effet tout à fait sociale. Merci. Je vais reprendre d'abord. Je remercie énormément Morgane pour l'organisation de ce panel et tout le travail qui a été fait. Je pense que je vais mettre là-bas. Je pense, oui, vous m'entendez. Donc, je vais commencer par dire quelques mots sur... voilà, la frontière est une expérience bien présente dans l'esprit humain, qu'on vive à l'intérieur des frontières ou qu'on tente de les dépasser, elles façonnent nos parcours. Pourtant, c'est souvent la frontière géographique qui vient en premier à l'esprit quand on en parle. Mais l'expérience sociale des frontières varie considérablement en raison des rapports de force inégaux qu'elle engendre. Dans mes recherches en didactique des langues et en sociolinguistique dans le contexte migratoire jordanien, notamment dans le camp de réfugiés syriens de Zaatari, le camp palestinien de Zarqa et le quartier pakistanais où habite une micro-minorité des Rohingyas, j'ai surtout examiné leur représentation pour comprendre comment les connaissances et valeurs partagées façonnent la réalité sociale de ces personnes, notamment leurs pratiques langagières et éducatives. Mais en mobilisant ou en réfléchissant à la notion des frontières sociales, ces lignes symboliques qui séparent et relient à la fois, je dirais qu'elles forment des structures dynamiques, complexes, définissant et redéfinissant les rapports de pouvoir, les interactions sociales et par extension les représentations collectives des groupes. Vu le temps limité, je vais me concentrer dans ma présentation sur les frontières sociales en prenant des exemples de camps de Zaatari où celles-ci sont particulièrement visibles. Mon objectif ici est de montrer comment les frontières sociales se produisent et se reproduisent au sein des frontières spatiales du camp. Le camp de Zaatari... c'est bloqué ? Voilà. Le camp de Zaatari, donc établi par le Haut Commissariat de réfugiés et le gouvernement jordanien en 2012, crée un espace clos, comme vous pouvez le voir sur ces images. C'est un environnement complexe où la mobilité des Syriens à l'extérieur est strictement contrôlée par des autorisations. Les frontières sociales se matérialisent par exemple à travers les portails d'accès, l'un réservé aux travailleurs humanitaires et aux visiteurs, l'autre pour les réfugiés,
qui sont soumis à des fouilles et à des vérifications systématiques à chaque fois. Ces deux portails distincts illustrent comment les rapports de domination se traduisent spatialement et socialement, avec des zones d'accès différenciées en fonction de statut. Ils structurent le quotidien de camps et influencent les processus de catégorisation sociale. Cette séparation se manifeste également dans l'emploi de mots arabes « barra » qui signifie « à l'extérieur ». Si je prends l'exemple de Mahmoud, un réfugié de 32 ans, il raconte « Quand nous sortons du camp, nous disons que nous sortons « barra » à l'extérieur, que nous allons en Jordanie. Nous sommes livrés à nous-mêmes ici. Nous vivons entre nous. » Ce mot révèle la manière dont les frontières spatiales de camps deviennent aussi des frontières sociales, séparant les réfugiés du reste de la population jordanienne et renforçant un sentiment d'isolement et de marginalisation. Un autre exemple intéressant est le barrage de terre appelé en arabe As-Sater. Il a été initialement construit par le gouvernement jordanien pour limiter la contrebande des marchandises, mais aussi pour empêcher les Syriens de sortir de camp. Or, il est devenu une barrière que les réfugiés utilisent justement pour quitter le camp en cachette, comme vous pouvez le voir sur cette photo. En effet, le terme « as-sater » en arabe signifie « celui qui cache ». Il est utilisé par les réfugiés comme un point de fuite car il dissimule le camp de l'extérieur. As-Sater est aussi devenu un lieu de rassemblement et de résilience pour les réfugiés, transformant une frontière spatiale en un espace de convivialité malgré les restrictions imposées. Un dernier exemple pour montrer ces frontières hybrides est le lieu de camp appelé Base Camp en anglais. Comme vous pouvez aussi le voir dans ces photos, c'est là que les ONG ont leur bureau, où les projets se décident, et c'est là où se déroulent, par exemple, les entretiens pour les bourses universitaires ou les demandes de réinstallation. En gros, c'est le centre de la gouvernance du camp où le pouvoir humanitaire se manifeste. Ce qui est intéressant, c'est que l'accès au base camp est interdit aux Syriens qui ne sont pas autorisés, créant donc une hiérarchie entre les travailleurs humanitaires et réfugiés. Les Syriens utilisent d'ailleurs le terme anglais « base camp » plutôt que l'équivalent arabe « makatib al-munaddamat », alors qu'il existe, créant aussi une frontière linguistique où l'anglais, langue de pouvoir administratif dans le camp, prime sur la langue des réfugiés, qui est l'arabe. Ces frontières ne se limitent pas au camp lui-même, mais s'étendent aussi au marché de travail au sein des écoles publiques dans le camp. Par exemple, dans les 32 écoles de Zaatari, seuls les Jordaniens peuvent enseigner les élèves syriens, laissant les Syriens, même expérimentés, au rôle d'assistants. Cette hiérarchie entre enseignants réfugiés et enseignants des réfugiés se voit dans les rapports de pouvoir en classe et se reflète aussi dans la différence salariale. Les enseignants syriens perçoivent cette exclusion comme une double peine. Non seulement ils subissent les effets de déplacement forcé et la vie dans un camp clos, mais ils sont également privés d'opportunités professionnelles qui pourraient améliorer leurs conditions de vie. Et les Jordaniens voient dans ces emplois une rare opportunité dans un marché de travail saturé et difficile, ce qui accentue leur sentiment de priorité et de légitimité à occuper ces postes. Enfin, et ce sera mon dernier exemple pour cette question, ces frontières sociales manifestent également entre Syriens eux-mêmes dans le marché de travail au sein des ONG. Les Syriens, en fait, qui sont recrutés sont souvent appelés volunteers ou bénévoles pour un travail rémunéré, comme vous pouvez peut-être le voir sur le gilet porté par cet employé syrien. Mais ce qui est intéressant à souligner, c'est que l'apprentissage et la maîtrise de l'anglais devient un critère clé pour le recrutement, créant des inégalités socio-économiques entre Syriens eux-mêmes. Ceux qui parlent anglais deviennent les porte-paroles en quelque sorte ou les représentants des réfugiés. Mais je reviendrai à cette question peut-être linguistique dans une autre question. Voilà, je m'arrête là. Merci.
Merci pour, Merci pour vos réponses, Anne-Cécile et Amal. Solène, pour ta part, tu utilises le concept de frontière. Tu parles de frontières raciales de manière répétée pour décrire notamment les processus de catégorisation raciale qui sont à l'œuvre dans des familles qui expérimentent le métissage, qu'elles soient issues de couples composés d'un parent blanc et d'un parent racisé, ou de couples majoritairement blancs qui ont recours à l'adoption internationale et qui deviennent parents d'un enfant racisé. Ces frontières raciales qui paraissent d'ordre social, est-ce qu'elles ont aussi un pendant spatial ? Et est-ce que tu considères que la question de la migration, à laquelle sont renvoyées les personnes métisses pourtant nées en France, avec lesquelles tu t'es entretenue, et qui semble d'ailleurs chez de nombreuses familles qui ont eu recours à l'adoption internationale, est-ce que tu considères que cette question-là, elle est sous-jacente à la construction de frontières raciales ? Merci beaucoup et merci beaucoup pour le travail d'organisation et puis pour aussi la préparation, Morgane, de la table ronde. Peut-être avant de répondre, du coup, préciser que, du coup, contrairement à beaucoup de gens qui interviennent aujourd'hui, je ne travaille pas sur les migrations et je ne suis donc pas sociologue de l'immigration ou des migrations. Et je travaille sur la question raciale en France, depuis la France et c'est assez rigolo pour moi aussi d'intervenir là et d'intervenir dans ce panel parce que je pense que comme j'appartiens en sociologie à un champ qui peine encore à se structurer en France, l'un de nos efforts un peu constants, c'est de nous distancier, nous distinguer de la sociologie des migrations. Et dire ça, ça permet aussi de répondre un peu à la question. Qui est donc de savoir est-ce qu'il y a un pendant spatial et est-ce que la question migratoire finalement est sous-jacente à la question raciale. Et je dirais oui et non, forcément, parce que, alors évidemment en partie parce que disons que la question des migrations depuis des territoires disons anciennement colonisés par les puissances européennes, qui soient d'ailleurs des territoires étrangers ou des territoires français, hein. Mais cette migration-là va forcément aussi amener avec elle la question raciale, c'est-à-dire que va entrer en jeu un processus de racialisation des personnes en situation de migration. Mais les personnes qui sont soumises à des processus de racialisation, disons, minoritaires, c'est-à-dire qui sont au quotidien susceptibles d'être victimes de racisme, pour le dire rapidement, sont loin d'être seulement des personnes en situation de migration. Puisque, évidemment, des personnes qui sont nées en France, qui sont même, pour certaines, déjà de la 3e, 4e génération d'immigration, sont elles-mêmes soumises à des processus de racialisation minoritaire. Et donc, finalement, cette question de la frontière raciale, elle est... Du coup, j'ai une utilisation évidemment métaphorique de la frontière, c'est-à-dire qu'à part parler des frontières entre États, on a forcément un usage métaphorique, donc c'est une métaphore, et en même temps, ça permet de désigner exactement, à mon avis, ce qu'on pense que ça désigne, c'est-à-dire les frontières entre les groupes. Et donc, en effet, du coup, quand on dit frontières sociales, d'ailleurs, ça s'appelle les frontières entre n'importe quel groupe, c'est-à-dire dans n'importe quel rapport de domination. En l'occurrence, moi, c'est le rapport social de race qui m'intéresse, et donc les frontières qui existent, et donc la construction des groupes eux-mêmes, c'est-à-dire qui et comment on arrive à une situation où il y a des personnes qui sont assignées au groupe blanc, au groupe de personnes noires, au groupe arabe, pour prendre la France, au groupe asiatique. Qui sont déjà les personnes qui sont dans ces groupes, comment l'établissement du groupe même fonctionne, comment aussi les frontières entre les groupes sont sécurisées. Et c'est pour ça que, du coup, la question des familles mixtes m'a beaucoup intéressée, c'est-à-dire comment aussi on transmet ou on ne transmet pas les appartenances au groupe, puisque la race fonctionne sur cette idée qu'on hériterait sa position raciale de ses ascendants. Or, dans les familles dans lesquelles j'enquête, moi, parents et enfants n'occupent pas la même position raciale. Donc, de fait, on n'hérite pas, en tout cas pas complètement, puisqu'on hérite une partie, j'en parlerai.
Pour autant, la frontière spatiale, elle se rejoue aussi parce que, malgré tout, une des expériences les plus communes d'être racialisée comme une personne non blanche en France, c'est qu'on demande d'où est-ce que tu viens. Et qui est évidemment je veux dire, pour le coup, qui se pose, que ce soit les personnes adoptées que j'ai interrogées, les descendants de couples mixtes, mais qui est à peu près l'expérience de n'importe quelle personne qui n'est pas perçue comme blanche au quotidien en France, à qui on va demander régulièrement d'où est-ce qu'elle vient et de justifier finalement sa présence, étant entendu que ne peuvent venir de France et ne peuvent être réellement français ou françaises que des personnes qui sont du coup perçues comme blanches. Ce à quoi on pourrait rajouter d'autres éléments, et notamment l'élément linguistique, évidemment. Et puis ça a été rappelé tout à l'heure, parler avec un accent oblige aussi à se justifier sur sa présence et à expliquer du coup à quel moment une frontière a été franchie. Quand bien même cette frontière soit n'est pas une frontière nationale, soit que la frontière a été franchie il y a déjà bien des générations. Voilà. Et donc, disons que la frontière spatiale est forcément quelque part là, même si on passe beaucoup de temps à essayer d'expliquer que on ne peut pas rabattre, en tout cas entièrement, la question raciale sur la question migratoire. Merci beaucoup Solène. Je voudrais maintenant vous entendre davantage sur la question de la production et de la reproduction des frontières. Donc vos travaux à toutes les trois ont en commun de s'intéresser à la socialisation, qu'elle soit familiale ou scolaire, comme un lieu de production d'identification individuelle et ou collective, de subjectivation politique et notamment au rôle de la langue. Je pense surtout à toi, Amal, mais pas seulement. Ces processus mobilisent les frontières sociales, tantôt pour les contester et tantôt pour les reproduire. Parce que les frontières, si elles permettent de séparer et classer pour dominer, elles peuvent aussi, dans certains cas, permettre de protéger. On va en parler. Elles constituent à la fois en fait, un outil de domination et un outil de résistance par moment, selon la position sociale, la position économique et politique de ceux qui s'en saisissent. Solène, tu étudies notamment les choix parentaux de transmission et de non-transmission de pratiques et représentations racialement marquées, comme la socialisation aux enjeux du racisme, la question de la langue, les techniques du corps, comme la coiffure des cheveux texturés, par exemple, que tu mentionnes dans ton livre, et leur réception dans les familles métisses. Et tu montres que le mythe selon lequel le métissage pourrait permettre de gommer les frontières de la race est assez faux. Il les met en crise, il incite à les négocier, mais comme chez Frédéric Barthes, il participe aussi à leur construction en fait, au quotidien. Anne-Cécile, toi, tu t'es intéressée au processus de subjectivation politique chez de jeunes femmes et jeunes hommes roms, mais aussi à des familles qui sont en proie à des politiques de non-accueil. Et je pense que tu auras des choses à nous dire du coup sur ces enjeux-là de reproduction des frontières. Et puis Amal, en tant que sociolinguiste, tu as écrit sur la relation aux langues en fait, et sur ce que cette relation fait. Je pense à la question de la langue arabe dans ses différentes variantes, à la question de l'utilisation du français et de l'anglais aussi dans les camps, en milieu scolaire et en famille et familial, et ce que ça dit de l'expérience de l'exil et de l'expérience du camp de Zaatari. Et donc, toutes les trois, sur vos terrains d'études respectifs, quand et comment sont reproduites les frontières sociales, et notamment les frontières raciales et nationales pour le moment. Je pense que, Solène, tu peux commencer, si tu veux bien. Merci beaucoup. Oui, en effet, les situations de mixité raciale intrafamiliale en fait, n'affaiblissent pas tant les frontières en tout cas, elles les rendent visibles. C'est-à-dire qu'aussi, je pense que ça permet de voir à l'œuvre des mécanismes de transmission qui sont en fait en jeu dans toutes les familles. C'est juste que là, du coup, il y a quelque chose qui est un peu rompu peut-être dans l'évidence de la transmission. Parce que du coup, il y a des choses qu'on n'a pas soi-même reçues en héritage qu'il va falloir transmettre. Et ça, du coup, tout à coup, ça pose question. Et donc, ça permet, en tout cas, à la sociologue que je suis, d'essayer d'objectiver des éléments. En fait, ce qui m'a beaucoup intéressée, finalement, dans le fait
de prendre le concept de socialisation et donc de réfléchir à qu'est-ce qui était transmis, qu'est-ce qui était appris, incorporé, etc. C'était la manière dont ça permettait de prendre au sérieux, à mon sens, le fait que la race est une construction sociale. Donc de dire, bon, bah, si c'est une construction sociale, si c'est pas naturel, ça veut dire que c'est pas inné. Si les choses sont pas innées, elles sont acquises et apprises. Et dans ce cas-là, la sociologie a un concept tout trouvé pour ça, c'est la socialisation. Et c'est donc de se demander, du coup, un peu comme ça a été fait beaucoup pour le genre ou pour la classe sociale, c'est-à-dire de se demander, en fait, à quoi ça tenait en fait d'être de classe supérieure, de classe populaire ou être une femme ou un homme, et à quel point c'était des éléments de socialisation, que c'était des choses qui étaient transmises et qu'on apprenait la plupart du temps malgré nous, mais qu'on reproduisait au quotidien, d'essayer de penser la race sur le même modèle, c'est-à-dire d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que finalement on assigne les gens à des groupes raciaux bien au-delà en utilisant, disons, pour ça, des indices ou des marqueurs qui vont bien au-delà des traits phénotypiques. Parce qu'en réalité, la manière dont on positionne les gens dans des groupes au quotidien, et tout le monde le fait, même si en France on aime bien dire qu'on ne le fait pas, mais tout le monde le fait au quotidien. Évidemment, ça passe par disons, la perception qu'on a des traits physiques, mais on a tendance à surestimer en fait la place des traits physiques. C'est-à-dire qu'on surestime à quel point les visages ou les corps sont facilement lisibles racialement. Et en réalité, beaucoup de visages et de corps sont très difficilement lisibles parce que, déjà parce que la race n'existe pas génétiquement, donc il y a tout un tas, par exemple, prendre le groupe qui est désigné comme arabe en France. Je mets au défi quiconque de me dire à quoi est censé ressembler un ou une arabe, de quelle couleur c'est un arabe. Je veux dire, évidemment, il y a une palette de nuances de couleur de peau, de nuances de couleur de cheveux. Je veux dire, vous pouvez avoir des Palestiniens blonds aux yeux bleus et des Algériens qui ont la peau très foncée. Donc, évidemment que ça n'est pas que une question d'apparence physique. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est ? Et il me semble que c'est beaucoup des manières de faire, évidemment des manières de parler, la langue, mais aussi des manières de se comporter, des manières de manger, des référents culturels qu'on a ou pas, et qui en fait au quotidien sont racialisés par les autres et sont en fait du coup permettent d'inscrire les gens à des endroits. Ça va être aussi évidemment, surtout pour le groupe désigné comme arabe en France, un critère religieux, puisque en France, on aime bien croire que la communauté musulmane est majoritairement pas en Afrique du Nord, par exemple, ce qui est évidemment pas le cas et qui est lié à la colonisation française. Mais du coup, évidemment, on a cet amalgame-là, et donc, par exemple, des signes visibles de l'islamité vont en fait être rattachés à ce groupe-là. Donc, d'essayer d'objectiver tout ce qui en fait relève évidemment du social. Et pourquoi je dis ça en lien avec la question de la frontière, c'est que du coup, dans ces familles dans lesquelles, pour le dire rapidement, des parents blancs élèvent des enfants non blancs, et ben en fait, il y a aussi des phénomènes de dissonance de socialisation qu'on peut observer et qui, du coup, a fortiori justement chez des descendants de couples mixtes, qui sont un peu l'exemple justement de visage et corps pas si facilement catégorisables. Dans ce cas-là, il y a une espèce de relative fluidité, et j'insiste sur relatif, mais il y a une relative fluidité entre les catégories qui est possible et qui va notamment dépendre des manières d'être et de se comporter au quotidien qui sont incorporées et qui, du coup, pour nous, est très intéressante. Je veux dire, nous, les chercheurs et chercheuses en sciences sociales, est très intéressante pour essayer de comprendre justement qu'est-ce qui va faire, par exemple, que dans une même fratrie, vous allez avoir un frère et une sœur qui, je veux dire, ont à peine quelques années d'écart et ne vont pas non seulement s'identifier racialement de la même manière, mais non plus être perçus au quotidien racialement de la même manière. Et à quoi ça tient et qu'est-ce que ça dit aussi du coup du fonctionnement des frontières raciales dans la société.
comment est-ce qu'on arrive à cette situation si arbitraire, puisque de toute façon, le processus de racialisation même, je dirais, est évidemment entièrement arbitraire, mais du coup, comment on explique que dans une même famille, a priori avec je veux dire, des gens qui se ressemblent physiquement, justement, on n'a pas... Mais non seulement on n'est pas assigné au même groupe, mais soi-même, on ne se reconnaît pas forcément dans le même groupe. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une affaire d'identification par autrui, ça va être aussi des constructions de soi-même, comment on se pense, est-ce qu'on se définit plutôt comme blanc, plutôt comme noir, pour certains plutôt comme métis, et qu'est-ce que ça veut dire. Et évidemment, pourquoi ça m'intéresse, parce que malheureusement, dans nos sociétés, ça définit en fait de manière, je veux dire, massive la trajectoire sociale des gens, les expériences sociales qu'on fait du monde et de la vie, est malheureusement en grande partie définie par nos positions raciales. Je vais rebondir ce que tu viens de dire, parce que la question de la construction de soi, par soi et par les autres, c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai essayé de creuser dans ma thèse. Et justement, en me posant un peu la question, par une enquête ethnographique, je me retrouve à passer beaucoup de temps avec des jeunes femmes en particulier. Et donc, en passant du temps avec elles, en me disant un peu qui est-ce que vous êtes, comment vous vous définissez, dans un contexte où la frontière, ça peut être à la fois quelque chose d'assigné, qui est excluant, ou peut-être quelque chose qui est confortant, qui peut être de l'ordre de la protection, de se sentir à sa place, notamment dans sa famille ou dans un groupe plus large. Et donc, j'ai questionné un peu la socialisation, l'enjeu de normes de conduite, d'attentes, particulièrement d'attentes genrées, pour des jeunes femmes, parce que je reprends une formule d'une jeune femme avec qui je m'entretenais à un moment où elle préparait un repas, et elle me disait chez nous, les femmes portent la jupe. Et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler au sein de l'ICM, mais c'était une question que j'ai trouvée intéressante, la question du nous, de cette frontière qui était un peu définie, mais revendiquée aussi, parce que à ce moment-là de son âge, elle était nouvellement en couple, donc jeune mariée. Le port de la jupe était un symbole important de son statut social pour son mari, pour sa belle famille, et donc quelque chose qu'elle portait avec une forme de fierté par rapport éventuellement à des femmes un petit peu plus jeunes, pas encore en couple, pour qui l'attente était un peu plus floue de est-ce qu'il faut la porter, oui, quand et comment. Et cette question-là, elle est intéressante dès lors qu'on sort un peu du contexte de l'intimité, de l'espace privé, du bidonville, parce que les normes rencontrent d'autres normes, d'autres attentes, notamment de la part de la société française majoritaire. Et là, je pense à une jeune femme qui s'appelle Alina, avec qui j'ai passé beaucoup de temps, parce qu'elle allait souvent représenter les habitants et les habitantes du bidonville où elle habitait auprès des institutions, notamment à la mairie. Et dans ces rendez-vous, donc, où elle était souvent soit la seule personne rome, soit une de deux personnes roms, elle portait toujours un pantalon. Mais dès qu'on revenait vers le bidonville, elle renfilait sa jupe par-dessus. Et là, on voit que les négociations de frontières se font un peu selon le contexte, selon les besoins, selon ce qu'on anticipe que la personne en face attend de nous, et des normes de respectabilité, c'est-à-dire être respectable aux yeux des Français pour elle, c'était de porter le pantalon pour être habillée de la même manière que les autres femmes françaises qui seraient dans cette réunion, alors que en revenant chez elle, il était plutôt respectable de porter la jupe longue comme symbole de son statut de femme mariée et de son rôle dans sa communauté. Et j'avais aussi observé que cette question-là, elle se posait lorsque des femmes anticipent la recherche d'emploi et se posent la question de comment s'habiller si elles vont à des salons de recrutement ou à des entretiens, à nouveau en se disant, est-ce qu'on doit se dire qu'on va être identifié comme Rome, et si oui, est-ce que ça nous pose problème ou pas, et qu'est-ce qui nous embêterait le plus, en fait, de renoncer à quelque chose qui peut nous faire plaisir, par ailleurs, de comment on s'habille, il n'y avait pas une seule réponse, par ailleurs, logiquement, et ça dépend aussi du potentiel de négociation avec son entourage, avec la possibilité de faire face à des discriminations. Mais la socialisation, en tout cas pour moi, je l'ai abordée par cet exemple-là en particulier, mais plus largement de comment est-ce qu'on se comporte, s'habille, prépare son apparence, dans une logique de la place qu'on veut avoir dans son groupe, et à quel moment et dans quel contexte on veut éviter ou pas d'être assigné à cette identité.
Donc, merci pour cette question. Et en fait, avant de répondre sur la question de socialisation dans le camp, je voudrais juste dire que le camp de Zaatari partage en effet avec d'autres camps de réfugiés une forme d'entre-soi qui se construit à partir de ce qui est interne, propre aux Syriens, à leur vécu, mais aussi à partir de ce qui est externe, ce qui résulte de leur interaction avec la société jordanienne à travers les travailleurs humanitaires qui sont parfois eux-mêmes jordaniens. Et donc aussi, avant d'aborder la question sur le rapport aux langues dans le camp, je voudrais montrer comment la rue de Souk de Caen, surnommée par les travailleurs humanitaires les Champs-Élysées, devient un symbole d'appartenance à la fois à l'espace de Caen, mais également à la Syrie. Et il fait partie aussi de la socialisation syrienne dans le camp. Donc, après leur installation, les Syriens ont ouvert environ 3000 échoppes dans des caravanes offrant toutes sortes de services. Ce qui m'intéresse ici, c'est la dénomination de ces échoppes, car ils jouent, à mon avis, un rôle important dans la socialisation et dans la transmission de la mémoire collective syrienne. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces photos, certaines échoppes portent les noms liés directement au camp, comme dans la première photo à gauche, écrit en arabe, l'équivalent de le changeur de Zaatari, Sarraf al-Zaatari, ou encore l'épicerie de Zaatari, ce qui montre une sorte d'appropriation à l'espace de camp par les habitants. D'autres font référence à la Syrie avec des noms comme Fatayr Attayr, ce qui est une sandwicherie connue à Damas, ou Khattab, une épicerie célèbre à Dera, dans le sud de la Syrie. On retrouve aussi des enseignes qui évoquent des lieux géographiques comme le restaurant An-Nakat ad-Dimashqiyya, en lien avec Damas, la boucherie Bara'im el-Ghouta, ou encore le restaurant de Horan, qui renvoie à des lieux géographiques en Syrie. On trouve même des commerces qui portent des noms de monuments comme Mata'am Bosra Eskisham, en référence à Bosra Sham et son théâtre romain, ou encore des enseignes inspirées des séries populaires comme la cafétéria de Bab el-Hara, tirée d'une série syrienne très connue. Voilà un peu sur la socialisation à travers la dénomination des échoppes. Mais cette socialisation dans le camp se voit aussi et surtout dans le rapport que se font les réfugiés avec les langues, notamment l'anglais et l'arabe. Avant 2011, et j'aimerais le préciser, les Syriens de camp, majoritairement issus des classes populaires, ne s'intéressaient pas vraiment aux langues étrangères. Les politiques passistes en Syrie privilégiaient l'arabe comme langue unificatrice. Mais après leur arrivée au camp en 2012, tout a changé. L'anglais, comme je l'ai déjà mentionné rapidement, est devenu la langue principale, que ce soit pour la communication avec les travailleurs humanitaires et les délégations internationales, l'obtention des rares bourses universitaires qui existent ou le travail au sein des ONG. Donc, Asma, une réfugiée syrienne de 26 ans, dit « Notre responsable aujourd'hui est le HCR. On a besoin d'apprendre et de parler sa langue. » Maher, un autre réfugié de 33 ans, ajoute « Même les Arabes qui sont à l'UNHCR ne parlent pas arabe, mais anglais. » Saïd, traducteur syrien d'anglais de 29 ans, raconte « Au début de notre arrivée, il suffisait de paragouiner en anglais pour être recruté. Maintenant, les responsables deviennent plus exigeants. Pour moi, l'anglais était ma bouée de sauvetage. » Ces changements dans les pratiques langagières ont même touché les politiques linguistiques familiales. Mohannad, un père syrien, enseigne par exemple d'abord l'anglais à son enfant, disant « Je sais pas si... Voilà. Il raconte « Mon fils de 3 ans sait réciter l'alphabet en anglais, mais pas en arabe. » Je pense qu'il y a une partie, c'est pas grave. Et après, il m'a raconté, si tu voyais mon fils de 3 ans, il peut réciter l'alphabet en anglais, mais pas
en arabe. Il compte jusqu'à 10 en anglais, mais il lui est difficile de compter en arabe. Il mélange les deux. Plus loin dans son récit, Mohannad raconte comment il veut éviter de répéter son propre manque de connaissance de l'anglais, devenu essentiel dans sa vie de réfugié. Bana, une mère syrienne, préfère aussi que ses enfants apprennent l'anglais plutôt que l'arabe, qu'elle considère moins utile après la crise. Elle dit « Je voudrais vraiment que mon fils apprenne l'anglais. Franchement, je n'aime pas qu'il apprenne l'arabe. Nous avons perdu notre foi en l'arabe après la crise. C'est peut-être la vie qui veut ça. Il faut chercher à savoir comment rester vivant. Il faut aller à l'essentiel. » Les politiques linguistiques familiales poussent les enfants à apprendre l'anglais pour aussi, et bien sûr, une réinstallation. Amer, un père syrien de 32 ans, met en avant dans son dessin l'idée d'une image plurilingue rêvée de ses enfants, influencée par la présence de l'anglais dans le camp et liée à des pays où il avait espéré pouvoir se réinstaller comme le Japon et l'Allemagne. Il raconte « Les enfants sont en rouge et vert, représentent les langues internationales. L'anglais et prochainement l'allemand et le japonais. Je veux que mes enfants apprennent ces langues pour une meilleure vie, car je suis conscient que ce que je n'ai pas pu faire ou qui ne m'intéressait pas, je n'ai besoin dans ces moments difficiles. » Au-delà de la socialisation familiale en anglais, la catégorisation des Syriens en réfugiés explique aussi comment l'anglais devient un outil d'empowerment, si je peux utiliser ce terme, pour les réfugiés. Fatima dit que l'anglais l'aide à contrer les stéréotypes négatifs des réfugiés, perçus comme illettrés ou peu éduqués. Elle explique que maîtriser pour elle l'anglais est crucial pour améliorer cette image et pouvoir se défendre. Et Oussama, un jeune Syrien de 22 ans, illustre aussi comment l'anglais permet de dépasser les frontières spatiales et sociales de camp. Il rêve de devenir producteur de films pour changer les récits sur les réfugiés. Il explique « Moi, j'ai un rêve, devenir producteur de films. Je voudrais transmettre mes messages en anglais sur les Syriens. » Il y avait des chaînes de télévision chez nous et beaucoup d'entre elles venaient transmettre une fausse image. Elles n'ont rien d'autre à dire que les réfugiés syriens ont besoin de pain et d'eau et que des histoires de souffrance, mais parlaient des méthodes d'éducation et de ces inconvénients et comment les Syriens ont réussi à affronter ce défi, ça, elles n'en parlent pas de tout. Je n'ai malheureusement pas, je pense, beaucoup de temps pour développer ces questions ici, mais je voudrais juste insister sur le fait que l'anglais est devenu une langue performative dans le camp, une carrière à part entière, un passeport, la langue de l'éducation, de protection et d'ascension sociale. Je m'arrête là peut-être pour cette question. Merci. On a mentionné que l'intérêt principal du concept de frontière sociale, il réside aussi dans sa capacité à penser ensemble les enjeux de catégorisation spatiale et sociale, qui sont des produits des rapports de pouvoir. Mais la principale limite de ce concept de frontière, c'est le pendant de sa qualité, puisqu'il réside dans le recours à un imaginaire d'ordre spatial qui risque toujours de figer les catégories et d'occulter leur caractère historique, construit et mouvant. Et c'est contre ce risque que se construisent en partie les Critical Border Studies, dont on a déjà parlé aujourd'hui. Et cette critique, en fait, à l'égard du concept de frontière, elle me fait penser à celle qui a été faite à une certaine interprétation de l'approche intersectionnelle des rapports de sexe, classe, race, notamment par Elsa Dorlin ou Daniel Kergoat, qui appellent à penser les rapports de domination plus que sur le mode de la cartographie, dans leur co-construction, voire pour Kergoat, dans leur consubstantialité. Et si vos travaux portent en grande partie sur les processus de construction de ces frontières, qu'elles soient spatiales, raciales ou les deux, vous parlez à la fois de la question donc, de la race, mais aussi de la question du genre et de la classe, en fait, qui complexifie les mécanismes de production des frontières. Tout d'abord, je voulais te
Je voulais te demander, Anne-Cécile, et puis à toi aussi, Amal, vous avez toutes les deux constaté que dans le cadre des politiques qui sont menées par les autorités à l'endroit, par exemple, des personnes roms qui habitent les bidonvilles, ou alors à l'endroit des réfugiés syriens du camp Zaatari, y a le critère de la vulnérabilité qui revient dans vos deux recherches, qui peut conduire à une prise en charge plus rapide, plus facile, ou à l'obtention d'aide. Et c'est un critère qui est avant tout attribué aux femmes. Donc évidemment, ça pose question d'un point de vue de l'intersection entre les catégories raciales et les catégories de genre. Et je me demandais quel est l'effet en fait de ces traitements différenciés sur les processus d'identification raciale et de subjectivation politique des femmes et des hommes que vous avez rencontrés. Est-ce que vous pensez que qui peuvent permettre d'assouplir les frontières raciales, ou au contraire qu'ils les renforcent? Et puis la même chose évidemment avec la question des classes sociales. Je ne sais pas si vous avez aussi peut-être des choses à en dire. Peut-être Anne-Cécile pour commencer. Merci pour la question. Alors, en effet, là où j'ai peut-être pas toujours beaucoup utilisé la notion de frontière sociale, je me suis beaucoup intéressée au concept de catégorisation pour essayer de comprendre comment fonctionnait le système de tri à l'œuvre dans les dispositifs de politique publique, tout en essayant de laisser de la place à l'agency des personnes qui vivaient dans le bidonville au moment où elles faisaient face à un processus de catégorisation très brutal, c'est-à-dire le moment de l'expulsion ou la destruction du bidonville, en se posant la question de qui et comment, qui pourrait être logé, qui aura accès à l'hébergement d'urgence et comment. Et il y a eu 2 critères principaux mobilisés. On en a un peu parlé ce matin, la question du mérite est très centrale. Je mérite ou pas d'être protégée. Et le mérite, il se construit par l'insertion professionnelle, notamment. Et la vulnérabilité est un autre critère. Et là, c'est intéressant. Ça pose aussi la question de comment on peut rentrer ou performer cette catégorie. Et ce que je vois, ou ce que j'ai pu voir, c'est que les hommes ont beaucoup de mal à être reconnus comme vulnérables, y compris les hommes malades, qui pourtant, en discutant avec des associations, imaginent que c'est quand même un critère, parce que dans le droit, les personnes malades sont reconnues comme vulnérables, mais qui, face à la préfecture ou aux agents du 115, par exemple, sont rarement reconnus comme vulnérables, là où les femmes, surtout en tant que mères d'enfants, sont reconnues comme vulnérables. En fait, c'est au titre de la maternité que les femmes peuvent réclamer et obtenir un hébergement d'urgence qui parfois ne prend pas en charge leurs enfants plus âgés ou leur mari. Donc elles se retrouvent tout d'un coup seules, porteuses de la possibilité d'être hébergées, d'être mises à l'abri. Et c'est sûr que pour moi, ça participe d'une forme de subjectivation, de construction de soi en tant que sujet, et que ça pose la question à la fois de frontières que l'État construit, en fait. C'est l'État qui décide que dans un système saturé où il n'y a pas assez de place et l'universalité n'est pas garantie, il faut créer des catégories qui sont d'ailleurs sans cesse renouvelées et qui sont territorialisées aussi parfois. Et donc, il faut s'approprier un peu ces questions, essayer de rentrer ou pas dans le bon groupe au bon moment. Et voilà, c'est qu'est-ce qu'on met en avant pour être reconnu. Je pense à ça parce que je me suis un peu intéressée aussi, et je vais essayer de ne pas être longue, aux mobilisations politiques qui peuvent avoir lieu autour de la question des bidonvilles, qui peuvent être portées pour ou par des personnes roms pour protester les expulsions notamment. Et là, quand je regarde un peu les prises de parole, je vois que les questions de genre peuvent jouer pour créer du lien. C'est-à-dire, c'est des femmes qui prennent la parole et qui, à nouveau, en tant que mère, en tant que femme, disent vous rendez-vous compte de ce qui se passe, comment on nous traite, comment on traite nos enfants, etc. Et là, du coup, elles essayent de dépasser un peu l'assignation d'être que roms. Elles sont aussi mères et femmes. Mais dans tout ça, la question spatiale revient, parce que c'est toujours sur la base de l'expérience du bidonville qu'on est légitime à prendre la parole, et donc ça invisibilise aussi d'autres formes de migration de personnes roms. Donc je mets de côté les personnes éduquées, privilégiées, qu'on ne voit pas du tout, qui pourtant existent, mais même au-delà de ça, des personnes qui, par des différentes trajectoires, ont vécu en squat ou ont eu plus rapidement accès à des hébergements, ont été hébergées par des familles
connaissances et qui n'ont pas l'expérience du bidonville, qui n'ont pas cette visibilité-là et qui ne sont pas sollicités, voilà, qui on donne peu ou pas la parole. Et donc, voilà, il y a quand même, je dis ça, c'est une frontière qui revient un peu spatiale, ou en tout cas dans l'expérience résidentielle dont les personnes ont du mal à se défaire. C'est-à-dire même quand on leur demande de prendre la parole plus tard dans leur parcours, c'est toujours au titre d'avoir à un moment connu l'expérience des bidonvilles. Et du coup, le bidonville devient une forme d'assignation raciale. D'ailleurs, on parle de bidonville Rome. Les bidonvilles existaient avant les Roms, et les Roms que j'ai rencontrés ne vivaient pas dans des bidonvilles en Roumanie. Donc, ils se retrouvent un peu aussi à être porte-parole d'une configuration résidentielle qu'on leur impose en arrivant en France, comme si ça devait être leur spécialité. Et c'est un peu compliqué. Du coup, c'est aussi des choses qui se négocient selon les contextes et les opportunités. Voilà. Pour illustrer l'impact des différences de traitement selon le genre, je vais m'appuyer sur la notion de confinement humanitaire que j'ai développée récemment avec ma collègue sociologue Valentina Napolitano dans un article récent. Dans le cas de Zaatari, ce ne sont pas peut-être des frontières raciales, mais bien de genre qui influencent ces processus d'identification. En fait, le frontière humanitaire, et comme le décrit Joseph Campisi, est un système d'accueil qui offre d'aide et hospitalité aux demandeurs d'asile, tout en les soumettant à une forme subtile de contrôle mise en œuvre par les agents humanitaires. Les ONG à Zaatari accordent par exemple la priorité à l'emploi des femmes, les considérant comme plus vulnérables que les hommes, comme Morgane vient justement de mentionner. Tandis que les hommes sont perçus comme de potentiels éléments perturbateurs. À Zaatari, les femmes accèdent plus facilement à des postes dans l'enseignement, le secrétariat, la médiation avec les travailleurs humanitaires ou dans des activités artisanales et commerciales à domicile. Ces emplois sont généralement moins physiques que ceux offerts aux hommes, comme la collecte des déchets, la sécurité ou la construction. Cette dynamique en faveur de l'emploi des femmes crée une inégalité dans l'accès à l'emploi, renforçant la dépendance, surtout chez les hommes qui, avant l'exil, étaient souvent les principaux soutiens de famille. Et là, j'aimerais partager avec vous l'histoire de la famille Salem, qui illustre comment, justement, les changements dans les rôles de genre affectent les représentations sociales et l'identité. Originaire donc de la région de Cheikh Meskin en Syrie, la famille Salem se compose de la mère, qu'on appelle Mahmoud, de 45 ans, de père Abou Mahmoud, de 50 ans, et de 6 enfants âgés entre 2 et 23 ans en 2019. Avant la guerre, le père était militaire et la mère avait arrêté de travailler en tant qu'enseignante pour s'occuper des enfants. En 2013, il fuit la guerre et s'installe à Zaatari. Peu après, la fille aînée, Mariam, trouve donc un emploi comme médiatrice dans une ONG au courant duquel elle obtient une bourse d'études financée par l'Arabie saoudite. C'est alors au tour de la mère de travailler. Elle décroche un poste dans une école saoudienne comme assistante d'enseignement. Elle travaille 4 heures le matin et s'occupe des enfants et des tâches domestiques le reste de la journée. Le père et la mère qualifient le choix de laisser Mahmoud travailler plutôt que le père comme un fait étrange et expliquent qu'il est dû à des raisons pratiques. Son emploi est mieux rémunéré et moins exigeant physiquement que ce que le père aurait pu trouver. Abou Mahmoud, après une carrière militaire, a du mal à accepter des emplois pénibles et subit des traitements méprisants de la part de la police jordanienne. En revanche, l'inactivité d'Abou Mahmoud est vécue par ce père de famille comme socialement dévalorisante et psychologiquement dévirilisante.
Contrairement à ce que pensent les acteurs humanitaires qui voient dans le travail des femmes comme un signe d'émancipation ou d'empowerment, pour cette famille, c'est plutôt une preuve de la dégradation des conditions de vie et non pas comme synonyme d'émancipation. Au-delà des changements dans les rôles de genre observés dans la famille Salem, un deuxième et dernier aspect pour aborder l'impact des récents changements dans le système d'attribution des aides dû à la réduction des financements internationaux nous permettrait peut-être d'expliquer cette question de vulnérabilité à travers l'usage de VAF. Je vais donc l'expliquer. Cette situation accentue la précarité des réfugiés qui dépendent largement de l'aide humanitaire et des possibilités d'emploi offertes par les ONG. Cela illustre comment les politiques humanitaires de confinement renforcent la dépendance des Syriens et accentuent les frontières sociales au sein de leur propre communauté. Donc, la distribution des aides est basée sur ce qu'on appelle Vulnerability Assessment Framework, ou VAF, qui est un cadre statistique mis en place par le HCR et le ministère jordanien de la planification, évaluant les besoins des bénéficiaires selon divers critères comme la dépendance, le logement, la santé et l'accès à l'eau, l'éducation et le travail. Le VAF était initialement conçu en 2014 pour évaluer le niveau de vulnérabilité des réfugiés en dehors des camps. Il sous-entendait que les réfugiés à l'intérieur étaient par défaut considérés collectivement comme vulnérables et éligibles donc à une prise en charge alimentaire et financière. Cependant, en raison des contraintes budgétaires, le HCR a étendu le VAF aussi aux réfugiés des camps en 2022. Cette redéfinition des critères a suscité de vives réactions parmi les Syriens. En 2023, sur la page Facebook de HCR, une personne demande « Que signifie être un réfugié dans le besoin, muhtaj en arabe, ou un réfugié fragile, daif ?» Une autre affirme « Les critères qui classent une famille comme ayant besoin d'aide en septembre pour ensuite la priver de cette aide en octobre ne sont pas logiques. » Un autre se moque des questions posées dans l'évaluation en précisant que le nombre de kilos de pommes de terre, de viande, de riz que vous consommez par mois permet-il vraiment de déterminer qui est en besoin? Donc, l'élargissement de VAF au camp a réduit la prise en charge de tous les réfugiés de Zaatari à une partie seulement, avec des critères changeants et aléatoires. Le VAF impose aussi aux réfugiés de maintenir et accentuer leur image de vulnérabilité pour justement obtenir de l'aide. Et là, sur cette réflexion, je partage avec vous un extrait de Salma, une Syrienne de 35 ans, exprimant sa frustration envers ce système. Tout est fait pour que tu te sentes comme un réfugié, celui qui tend la main pour survivre, qui dit oui quand c'est non, qui attend, je hais ce lieu. Ce témoignage illustre surtout le refus des habitants du camp d'être réduits à des sujets-objets, comme le note la politologue Hélène Thomas, ou objets humanitaires. Ils mettent en lumière comment le camp renforce le statut des réfugiés, ce que l'urbaniste Ayham Dalal Franken appelle le refugee making process. Voilà, j'aimerais juste terminer avec vous avec cet extrait de Mahmoud Darwish que j'ai jamais lu en français, mais je vais essayer. Donc voilà. Pour justement ouvrir un petit peu cette perspective de casser les frontières ou encore pour ouvrir sur la notion de l'altérité. Mahmoud Darwish donc, nous raconte « Quand tu prépares ton petit déjeuner, pense aux autres, ne plie pas le grain au colombe. Quand tu mènes tes guerres, pense aux autres, n'oublie pas ceux qui réclament la paix. Quand tu règles la facture d'eau, pense aux autres qui têtent les nuages. Quand tu rentres à la maison, ta maison, pense aux autres. N'oublie pas le peuple des tentes. Quand tu comptes les étoiles pour dormir, pense aux autres. Certains n'ont pas le loisir de rêver. Quand tu te libères,
par la métonymie, pense aux autres qui ont perdu le droit à la parole. Quand tu penses aux autres lointains, pense à toi. Dis-toi, que ne suis-je, une bougie dans le noir. Voilà, merci. Merci, merci Anne-Cécile et merci Amal, notamment pour ce joli poème qui aurait très bien conclu ce panel. Mais j'aimerais aussi entendre Solène sur cette question, évidemment. Solène, tu mentionnes dans ton ouvrage Le mythe métis le rôle que peuvent jouer aussi le genre et la classe, notamment dans la possibilité de passer pour blanc, enfin d'être considéré comme plus ou moins racisé, si on peut dire ça comme ça, et aussi les formes très visibles de racisme dont les hommes et les plus pauvres sont particulièrement les cibles. Et puis voilà, les différentes formes en fait, dans lesquelles se décline le racisme en fonction de la position qu'on occupe au niveau du genre, de la classe. Et voilà, je pense que tu peux nous dire des choses très intéressantes également à cet égard. Je te passe le micro. Merci beaucoup. Et en effet, ce sera un peu moins poétique que Darwish. Peut-être avant de répondre directement à la question, quand tu parlais des limites tout à l'heure de la frontière, Morgane, où tu disais finalement un peu le pendant négatif de la frontière, c'est aussi sa dimension un peu statique et qui du coup permet pas tellement de penser les dimensions historiques et mouvantes de la frontière. Et en même temps, la frontière elle-même, je veux dire la frontière physique, la frontière entre les États, est elle-même une construction historique émouvante, en fait. Et en fait, de fait, je trouve que c'est une assez bonne métaphore, y compris quand on parle de frontières sociales pour désigner, disons, ce qui entoure les groupes, disons, sociaux, comme catégorisation, comme le disait Anne-Cécile, puisqu'en fait, en réalité, ça désigne exactement ça, c'est-à-dire quelque chose qu'on va arbitrairement décider de poser de manière statique, alors même, et en faisant semblant d'ignorer, qu'il s'agit là d'une construction sociale, d'une construction historique, et du coup, qui est par définition mouvante, ou en tout cas qui a, disons, la possibilité de l'être, puisque les frontières, y compris physiques, ont évidemment changé dans l'histoire et qu'elles sont évidemment très arbitraires, et que du coup ça renvoie aussi à la question évidemment même de leur nécessité, puisque on parle là de quelque chose d'absolument arbitraire. Mais donc j'ai l'impression que ça fonctionne en réalité un peu de la même manière quand on parle de frontières sociales, c'est-à-dire que ça désigne exactement ça, ça désigne cet arbitraire qui vient en fait figer notamment des groupes, des appartenances et des catégories, là où on fait semblant d'ignorer que les groupes n'ont pas toujours été ces groupes-là, que les frontières n'ont pas toujours été à cet endroit-là, et que justement beaucoup d'énergie, un peu comme pour les frontières spatiales, sont en fait déployées, beaucoup d'énergie est déployée historiquement et actuellement pour empêcher les gens de traverser la frontière. Ce qui est intéressant quand même quand on se penche sur les dimensions historiques des constructions raciales, c'est aussi de voir à quel point, par exemple, autour du groupe désigné comme blanc, puisque c'est le groupe qui détient le pouvoir dans le rapport social de race. En fait, ce groupe-là a constamment été en fait l'objet justement d'un travail de sécurisation de la frontière. C'est-à-dire qu'il fallait éviter à tout prix que puissent rentrer dans le groupe des gens dont on penserait qu'ils ne sont en fait pas réellement blancs, avec cette énorme ambiguïté qui est que on ne sait pas et on n'a jamais eu de définition réellement précise de qui était censé être les blancs. On savait juste que, par exemple, être noir, c'était ne pas être blanc et que du coup, avoir des ascendants noirs, par exemple, devrait être un critère pour interdire l'accès au groupe blanc. Et pour autant, comme les choses sont évidemment pas comme ces personnes aimeraient qu'elles soient, historiquement, beaucoup de personnes du coup ayant des ascendants catégorisés comme noirs ont été et sont toujours suffisamment clairs pour, à certains moments, ou parfois toute leur vie, en fait, ressembler à ce point aux personnes blanches qu'elles peuvent être prises pour blanches. Et c'est là que ça pose un problème au groupe majoritaire, parce que
ça, c'est la fin de la frontière, en fait. C'est l'effondrement même de la catégorie raciale. C'est-à-dire que si, en gros, on peut avoir été noir et devenir blanc, c'est que, du coup, tout ça est arbitraire. Or, puisque cette frontière repose sur l'idée même qu'elle est naturelle et qu'elle est nécessaire, alors mettre, disons, au jour son arbitraire et sa contingence, c'est en quelque sorte, c'est très concrètement la mettre en danger. Et donc ça, c'est d'un point de vue historique, disons. De manière contemporaine, les choses se font aussi de manière plus subtile et en tout cas moins légale. Mais du coup, il y a aussi cette question de justement cette idée donc de passer pour blanc, donc cette idée que en fait vous seriez pris pour un membre du groupe blanc alors que vous n'en seriez pas membre. Et je mets tout ça au conditionnel parce que en fait l'appartenance au groupe est elle-même en fait encore une fois complètement arbitraire. Donc, mais en tout cas, disons que si vos parents sont par exemple ou que vous avez au moins un parent qui est racialisé comme arabe, normalement, dans le fonctionnement de la race et donc des frontières raciales, vous n'êtes pas éligible à faire partie du groupe blanc. Parce que l'appartenance aux différents groupes est pensée comme forcément mutuellement exclusive. Si vous êtes blanc, c'est que vous n'êtes pas arabe ou que vous n'êtes pas noir. Et si vous êtes noir, c'est que vous n'êtes pas blanc par définition. Et donc vient se poser justement la question de ces personnes qui ont un ascendant, je veux dire un parent, là en l'occurrence dans mon travail à moi, un parent qui n'est pas racialisé comme blanc et qui pourtant, du coup, à certains moments de leur vie ou tous les jours de leur vie, sont considérés par les autres comme des personnes blanches ou, pour certains et certaines, se pensent elles-mêmes comme des personnes blanches, quand bien même, en fait, il y a un parent non blanc. Et ce qui m'a intéressée, du coup, et c'est là où j'en viens à la question de la classe et à la question du genre, c'est justement d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que certains, plus que d'autres, peuvent, en gros, passer cette frontière-là. Qu'est-ce qui fait que certains peuvent être considérés comme des membres du groupe blanc. Et là, en l'occurrence, l'enquête montre que, en fait, donc dans ce que je disais sur les manières de se comporter, sur voilà, les manières d'être au quotidien, il y a évidemment tout un tas de comportements qui sont en fait associés aux classes supérieures, qui permettent une plus grande intégration dans le groupe blanc. C'est-à-dire que la maîtrise des codes des classes supérieures, et je rajouterai des classes supérieures à fort capital intellectuel, et ce qui, le plus, est en fait catégorisé comme des pratiques de blanc, en tout cas en France. Et je dis des personnes à fort capital culturel parce que, et c'est quelque chose que montre Théoxane Camara, qui fait aussi, est en train de terminer sa thèse à l'ICM et qui fait une monographie de famille de descendants d'immigrés maliens. Et elle montre quelque chose que je trouve vraiment fascinant aussi sur les fonctionnements justement d'appartenance de groupe. Elle montre que, donc elle suit, donc là, dans sa thèse et dans un article, j'espère qu'il paraîtra bientôt, elle suit en fait deux parcours de deux de ces enquêtés, qui sont des hommes, donc des descendants d'immigrés maliens, qui ont tous les deux connu une ascension sociale. L'un, en fait, a connu une ascension sociale par le biais du sport, c'est-à-dire est devenu sportif pro et donc gagne beaucoup d'argent, donc plusieurs dizaines de milliers par mois, et donc évidemment a connu une ascension sociale remarquable. Et l'autre a en fait une ascension sociale par le diplôme, c'est-à-dire par l'éducation et par l'école, et a en fait un poste, disons, de profession intellectuelle supérieure, et gagne plutôt à peu près 10 fois moins que l'autre, mais du coup occupe une position voilà, de cadre dans une profession intellectuelle supérieure. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'est que le deuxième qui est considéré comme étant un blanc par ses pairs et comme incarnant, en fait, y compris lui, ses pratiques de blanc. C'est-à-dire que c'est pas tellement l'argent qui blanchit que la maîtrise des codes de notamment notre milieu social à nous, mais je veux dire, voilà, s'élever socialement par l'école, lire des livres, voilà, va être catégorisé comme blanc, là où en réalité, faire de l'argent en étant un sportif professionnel, quand bien même on gagne en vrai plusieurs dizaines de milliers par mois, et pas du tout, en fait,
et pas pensé comme contradictoire avec l'appartenance au groupe racial tel qu'il est pensé, aussi parce qu'en fait voilà, les manières d'être, les habitus auxquels du coup qu'on incorpore sont pas contradictoires avec ceux du milieu social d'appartenance, qui est un milieu populaire de l'immigration malienne. Et je trouvais ça vraiment intéressant qu'elle montre ce truc-là, parce que c'est une question un peu récurrente en sociologie, de savoir est-ce que l'argent blanchit, et pas juste en France, dans tout un tas de pays, évidemment, dans plein de pays d'Amérique latine notamment, avec beaucoup de travaux aussi sur le Brésil, sur est-ce que l'ascension sociale, est-ce que c'est ça qui en fait, est-ce que finalement la race peut être d'ailleurs rabattue entièrement sur la classe. Et elle montre notamment, entre autres choses, mais que les choses sont déjà plus complexes que ça, et que tout dépend aussi de la, disons, pour parler en termes bourdieusiens, de la structure du capital, et en fait, de quelle manière vous faites votre ascension sociale, quoi. Mais surtout de quels codes sociaux vous en fait mettez en œuvre au quotidien. Qu'est-ce qui fait que en fait vous allez être catégorisé comme ayant des pratiques de blanc ou de bounty selon les termes qui sont utilisés ou pas. Voilà, je m'arrête là. Merci à toutes les trois. Tu nous as bien montré, Solène, comment les frontières peuvent être amenées à trembler aussi. On va prendre peut-être juste une ou deux questions parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je sais qu'Anne-Cécile doit partir, peut-être en priorité s'il y a une question pour Anne-Cécile, comme vous ne pourrez pas discuter avec elle après. Et puis peut-être juste une ou deux questions, s'il vous plaît, parce qu'on est un petit peu pressé par le temps. Merci beaucoup. Merci. Puisqu'on est pressé, je voulais prendre le temps de réfléchir, mais ok. Merci beaucoup à toutes les trois pour cette table ronde que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Je l'ai entendu dans plusieurs de vos interventions, et ça n'a jamais été nommé tel quel. Anne-Cécile, notamment, quand tu parlais de ces femmes qui jouent avec les vêtements qu'elles portent. Je mets la jupe, j'enlève la jupe, et une lecture spatialisée également de ici je peux enlever la jupe, ici je dois la remettre, ou même l'anticipation dans les situations de travail ou les situations d'entretien. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à ce concept de charge raciale qui en réalité est assez neuf, en tout cas pas neuf, mais peu utilisé en France. Donc je me posais la question dans quelle mesure, pour toutes les trois, c'est un concept que vous mobilisez, que vous utilisez, qui vous sert à quelque chose, et si oui, à quoi. Donc voilà, et merci beaucoup pour vos interventions. Merci pour cette question. En plus, ma réponse va être brève puisque non, j'ai pas mobilisé la notion de charge raciale quand je réfléchissais un peu à cette question de comment on se présente, notamment quand on joue avec l'apparence ou quand on adapte ses habits. C'est vrai qu'en plus, avec une perspective en études de genre, je travaillais pas mal sur la charge mentale et les questions de charge domestique et ce à quoi doivent penser les femmes. D'ailleurs, dans une situation un peu similaire à ce qu'a pu voir Amal, des femmes qui maintiennent toutes les tâches domestiques quand bien même elles travaillent, elles ont beaucoup plus d'occupation dans le monde extérieur public dans le cadre de la migration. Mais non, du coup, c'est peut-être parce que c'était des questions de temporalité ou de lecture, mais je suis passée à côté pour le moment où j'ai écrit ma thèse, en tout cas. Je vais faire un peu la même réponse, c'est-à-dire que, en tout cas, j'ai l'impression que le premier écrit en français qu'on a qui fait mention de ce concept, c'est l'ouvrage de Maboula Soumaoro dans le Triangle et l'Hexagone, qui est paru après la fin de ma thèse, donc j'aurais pu. Après, je trouve ça intéressant, en tout cas, d'utiliser ce concept pour penser, disons, la charge émotionnelle qui pèse et pour décrire les situations d'hypervigilance, à quel point en fait c'est une charge d'être minorisé. Ensuite, je suis pas sûre de savoir exactement pourquoi lui donner un statut à ce point à part, plutôt que, disons, considérer que, en fait, oui, le racisme est une charge et qu'en fait, le fait de s'hyper-adapter constamment constitue une charge. Du coup,
c'est non seulement pas un concept que j'utilise dans mes travaux pour l'instant, mais pour l'instant, je suis pas sûre de savoir exactement à quel point il serait plus utile à rajouter à l'arsenal des concepts qu'on a déjà. Même si je trouve ça intéressant de s'intéresser à ces dimensions y compris je pense, chose que nous, sociologues, on aime bien mettre de côté, mais les impacts psychologiques et émotionnels aussi des rapports de domination qu'on étudie, qui ont évidemment du coup cet effet d'avoir un poids et d'être une charge pour les gens sur qui ils pèsent. Mais en réalité, ce qui est décrit par ce concept et les formes d'hypervigilance et les faits d'hyperadaptabilité, etc., me semble pas spécifique au rapport social de race. Et j'ai l'impression que c'est aussi très le cas pour les femmes qui se demandent constamment comment elles vont s'habiller pour aller à tel ou tel truc. Mais c'est le cas aussi pour des personnes qui ne seraient pas hétérosexuelles, qui se demandent constamment comment être respectable. Enfin, justement sur cette question de comment se présenter, comment passer aussi, parce que tout ça est aussi cette manière comment correspondre aux codes qui sont attendus, etc. Et que, en fait, ce sont des charges qui pèsent sur, à mon avis, toutes les personnes qui sont en situation de minorité sociale. Merci pour votre question. Pareil comme mes collègues, je n'ai pas du tout mobilisé cette question de charge raciale pour peut-être une simple raison. Toute la question de race sur le terrain dans lequel je travaille n'existe pas parce que les réfugiés en Jordanie sont déjà des Arabes, les Jordaniens sont des Arabes. Enfin, je parle même de rapports de domination et de catégorisation sociale plutôt. C'est-à-dire difficile de parler de la question d'ethnicité ou de race en Jordanie. Donc, ce ne sont pas des sujets sur lesquels j'avais travaillé. Mais justement, j'ai évoqué au début de ma présentation que je travaille actuellement auprès d'une minorité Rohingya en Jordanie. Et j'ai bien noté le concept. Et donc, effectivement, ici, il y a la question de race qui peut-être être mobilisée, mais elle n'est pas, en tout cas, pour le moment. Merci. On va s'arrêter là pour respecter un petit peu le planning. Merci à toutes les trois, c'était très très intéressant. Merci encore à toute l'équipe d'organisation. Merci aussi aux interprètes. J'espère qu'on n'a pas parlé trop vite. Merci beaucoup.